le Premier ministre Sonko incarne une remarquable combinaison de services publics, de rigueur juridique et un leadership politique que j'appellerais même audacieuse. Diplômé de l'École nationale de l'administration du Sénégal, il est depuis longtemps engagé à mettre en place des institutions qui sont fondées sur la transparence et la responsabilité. En tant que fondateur du parti politique PASTEF et en tant que Premier ministre, il représente aujourd'hui une nouvelle ère de la politique sénégalaise, marquée par un fort accent sur la autonomisation des jeunes et la transformation économique. Dans un contexte mondial en constante évolution, le Sénégal poursuit un ambitieux programme de réforme axé sur la résilience face aux défis environnementaux et sociaux, l'éducation, les compétences et la transformation numérique, ainsi que la création d'emplois, en particulier pour les jeunes qui forment la majorité de la population du Sénégal. Parallèlement, le Sénégal redéfinit ses partenariats internationaux avec une vision fondée sur le respect mutuel, la équité et la coopération régionale, notamment à travers son soutien à la zone de libre-échange continentale africaine. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous aujourd'hui et nous réjouissons d'entendre les perspectives sur les opportunités qui façonnent l'avenir du Sénégal, de la région et au-delà. Je me permets peut-être de poser une première question, Monsieur le Premier ministre. Votre gouvernement, qui est issu d'une alternance démocratique citée comme exemple en Afrique, a lancé la vision Sénégal 2050, adossée à un agenda national de transformation et déclinée sous la forme d'une stratégie nationale de développement. Pouvez-vous mettre en lumière les composants majeurs de cette nouvelle vision et son impact sur le développement du Sénégal? Merci, M. Lamat. Vous me permettez d'abord de remercier M. le Premier ministre de la République populaire de Chine pour nous avoir associés à cet important rendez-vous et les organisateurs que vous êtes de nous offrir cette tribune pour partager les préoccupations de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Vous avez posé une question importante. Le Sénégal a vu l'arrivée d'un nouveau régime depuis quelques mois maintenant, un peu plus d'1 an. Et dans notre arrivée, nous avons travaillé sur l'instruction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'édification d'un nouveau référentiel des politiques publiques. Lequel référentiel qui s'appelle Vision 2050, qui se projette sur les 25 prochaines années, est composé évidemment de la vision globale, d'un master plan décennal qui fixe l'horizon 2034 et d'un plan quinquennal, une stratégie de développement national. La question que vous posez relative à cette stratégie de développement national qui est structurée autour de 4 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la construction d'une économie performante, résiliente, évidemment en travaillant sur la mise en valeur d'un certain nombre de produits structurés autour de filières, d'une vingtaine de filières. Vous comprendrez que notre logique, c'est accroître la production au niveau de ces filières, mais travailler à la transformation dans ces filières également. Avoir la chaîne de valeur complète, ce qui induit une politique d'industrialisation, évidemment. Le second élément tout aussi important, c'est le capital humain. C'est l'un des grands problèmes de l'Afrique et du Sénégal également, même si nous pouvons nous prévaloir de ressources humaines de qualité globalement. Il est évident que nous connaissons des pays qui ont pu se développer en misant sur la ressource humaine, le capital humain, sans avoir beaucoup de ressources naturelles. Mais
je ne connais pas de pays qui se soit développé, même en disposant de ressources naturelles extrêmement importantes, sans un capital humain de qualité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'un de nos objectifs dans un monde qui évolue très rapidement, particulièrement sur les nouvelles technologies, l'un de nos objectifs, c'est de beaucoup travailler sur le capital humain et sur l'équité sociale. Le troisième élément, c'est la réforme territoriale, qui est extrêmement importante et qui va se structurer autour de l'urbanisation, autour de 8 pôles de développement économique. Et enfin, le dernier élément, c'est la gouvernance vertueuse. Évidemment, souvent, les questions de malgouvernance, de corruption, de gestion népotique sont des éléments qui gangrènent pas seulement les pays africains, mais c'est des phénomènes mondiaux. Et c'est beaucoup plus prégnant dans des pays à économie très peu développée. Et tant qu'on n'aura pas réussi à surmonter ces questions, il sera difficile de bâtir un développement solide. Donc voilà les axes autour desquels nous sommes en train de construire ce nouveau programme. Merci beaucoup. Il y a dans cette vision programmatique pour le développement du Sénégal une stratégie nationale du développement du secteur privé qui fait partie de cette vision du Sénégal 2050. À cet effet, le Sénégal dispose d'avantages comparatifs en Afrique, je dirais en général, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Je pense que les avantages comparatifs sont forts, qui permettent d'attirer les investissements directs étrangers vers votre pays. Pour renforcer cet acquis, quelles sont les réformes majeures que vous envisagez de lancer pour rendre encore plus attractif et performant l'environnement des affaires au Sénégal? Oui, je crois, comme vous l'avez dit, le Sénégal a des atouts assez appréciables dans la zone de l'Afrique de l'Ouest d'abord, mais en Afrique de manière générale. C'est la raison pour laquelle peut-être que c'est le pays qui capte le plus d'investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest. Et il est classé dans le top 5 des pays africains qui captent le plus d'investissements directs. Beaucoup d'atouts, comme vous l'avez dit, ça commence par sa position privilégiée dans les chaînes d'approvisionnement. Le Sénégal, c'est la pointe la plus avancée en Afrique de l'Ouest, qui est pratiquement à 7 heures de vol du continent américain, du continent européen et de tout le reste de l'Afrique. C'est du continent américain, européen et même une partie de l'Asie, notamment les pays du Golfe, mais également de tout le reste de l'Afrique. C'est un atout appréciable. C'est un pays également qui a une stabilité politique, qui n'a jamais connu de coup d'État, de renversement du pouvoir par des moyens non démocratiques, où le pouvoir s'est transmis de régime en régime de manière démocratique, donc stabilité politique. Un pays qui connaît également la sécurité, dans une zone africaine traversée aujourd'hui par malheureusement des crises d'insécurité. C'est un pays qui a une population relativement jeune, comme tous les pays d'Afrique. Les populations de moins de 35 ans varient entre 65 et 70%. C'est un pays qui est ouvert sur le reste du continent également. C'est autant d'atouts, en plus maintenant de ces atouts physiques. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources naturelles qui ont été découvertes au Sénégal. Et ce que je voudrais dire aux investisseurs, c'est investir au Sénégal, c'est pas aller à l'aventure. On a 2 atouts majeurs en plus de ceux que je viens d'évoquer, c'est la prévisibilité et la transparence. Et c'est ce que nous offrons aujourd'hui. Et pour accompagner maintenant tout cela, nous avons déjà un cadre assez stable, mais que nous voulons améliorer. Un paquet de réformes va être lancé, on a commencé d'ailleurs, les réformes fiscales, notamment et douanières, les réformes de l'environnement des affaires avec le Code des investissements, la réforme du Code des investissements qui est en chantier, la réforme foncière, les réformes des différents instruments, Code minier, Code pétrolier également, la modernisation de l'administration par la digitalisation pour rendre les procédures beaucoup plus rapides. Un paquet de réformes va accompagner la vision 2050 que nous avons déjà élaborée pour rendre le cadre toujours beaucoup plus attractif. Je voulais dire aux investisseurs que
nous les attendons. On a beaucoup d'investisseurs déjà qui manifestent leur appétit, en plus de ceux qui sont déjà au Sénégal. Mais nous les attendons pour venir participer à ce travail, à cette œuvre, qui, au-delà du Sénégal, vise un marché beaucoup plus important. Le Sénégal, ce que nous voulons en faire, c'est un hub de l'Afrique de l'Ouest pour toucher un marché de 400 millions d'habitants de l'Afrique de l'Ouest, la zone CEDEAO particulièrement. Et je pense que nous avons, comme vous l'avez dit, tous les atouts pour pouvoir offrir cela aux investisseurs, aussi bien nationaux que particulièrement les investisseurs étrangers. Oui, je pense que toutes ces réformes-là, c'est ce que vous avez mentionné avant comme la gouvernance virtueuse pour vraiment encore renforcer cette partie-là, qui fait un autre atout, qui est déjà un atout, franchement. C'est déjà, comme se dit, la stabilité. Mais il y a aussi la partie démographique, évidemment, avec la jeunesse qui assure un marché assez grand. Et l'avantage géographique, vous avez mentionné avant que depuis Dakar, vous avez 7 heures pour aller au Moyen-Orient, vous avez 7 heures pour aller en Amérique latine, pour les États-Unis, etc. Vous avez géographiquement aussi un grand avantage de ce côté-là. Mais donc, si vous regardez aujourd'hui avec, vous savez, des grands paquets de réformes en face, quels sont les défis actuels auxquels votre gouvernement est confronté dans la mise en œuvre de l'agenda nationale de transformation? Quels sont les grands défis? Parce que les projets sont énormes, c'est un changement, c'est un truc. Comment vous sentez? D'où viennent les défis pour mettre ça en place? Je rebondirai d'abord sur, vous avez insisté sur la gouvernance vertueuse, elle est très importante. Et je pense que pour ceux qui ont suivi notre carrière politique et notre combat politique, notre parti, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, moi-même et tout le staff, le substrat de notre combat politique, c'était justement la bonne gouvernance et la transparence. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes. D'abord par rapport à la gestion passée, pour que tous ceux qui ont eu à gérer puissent rendre compte de leur gestion par rapport à la transparence, mais également par rapport à notre propre responsabilité à partir de maintenant, pour que ces phénomènes ne se reproduisent pas au Sénégal, ou alors de manière très marginale. Et la question que vous posez par rapport aux défis, aux obstacles, le premier obstacle, c'est la situation dont nous avons hérité. Évidemment, quand nous sommes arrivés, le président Diomaye Faye a demandé à ce que nous fassions la situation de référence, que nous fassions l'audit des finances publiques et l'audit de toute la gestion de manière générale. Cet exercice a révélé un résultat malheureusement pas très réjouissant, puisque la dette dont nous étions supposés hériter quand nous remplacions le régime tournait autour de 70%, 74%. Et quand nous avons fini l'audit, la dette avoisinait les 100%. Le déficit également, qui était projeté à 4,5 ou quelque chose pour cent, a dépassé les 10% et arrivé à 14%. C'est un exercice que nous avons volontairement fait. Et quand nous l'avons fait, nous avions la possibilité aussi de ne pas révéler ces chiffres parce que nous en connaissons les conséquences. Dès que vous révélez ces ratios, évidemment, ça peut crisper les partenaires, à commencer par les partenaires multilatéraux, le Fonds monétaire international, mais les partenaires bilatéraux également, et les marchés. Mais nous avons fait le pari de dire la vérité, d'abord à notre peuple. C'est en ligne avec votre politique de transparence. De transparence. Que je pense que c'est la base de la confiance. De la confiance, justement. De regagner la confiance. Justement. Et nous pensons que, évidemment, l'effet que cela doit produire vis-à-vis, en tout cas dans nos relations avec tous les partenaires, ça doit être une confiance renouvelée. Parce que je ne suis pas sûr que si on se livrait à ce même exercice dans beaucoup d'autres pays, on ne découvrirait pas plus que ça. Et si aujourd'hui le Sénégal doit subir les contre-coups de cet exercice de vérité, ça découragerait ultérieurement les autres pays à se livrer au même exercice. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que nous avons hérité de cette situation, qui est une situation difficile, qui nécessite que nous réajustions sans pour autant aller vers l'austérité. Continuer à libérer l'économie, à inciter l'investissement,
Et c'est cet exercice difficile qui fait que c'est un défi constant pour nous. Nous sommes en train de discuter pour un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Les partenaires continuent à manifester beaucoup d'appétit et beaucoup d'intérêt pour le Sénégal. Les investissements continuent. Mais notre option, c'est d'accélérer le rythme parce que nous voulons que le Sénégal et toute l'Afrique, nous le souhaitons pour toute l'Afrique, puissent aller vers un processus de développement accéléré. Comme on a vu ce phénomène dans ces pays d'Asie, par exemple, la Chine, les dragons d'Asie, où sur un temps de 25 ans, 20 ans, 30 ans, des progrès substantiels ont été enregistrés. Le second défi maintenant, c'est le défi de l'appropriation par les populations. Vous savez, les changements structurels ne se font pas seulement par les gouvernants. Il faut une dynamique d'ensemble. Il faut que les populations puissent bien comprendre, au-delà de la situation dont nous avons hérité, les objectifs que nous sommes assignés et ce que nous sommes en train de dérouler, et que nous puissions avoir une masse critique de ces populations-là qui accompagnent ce mouvement. Et le troisième défi, c'est celui de la mise en œuvre. Évidemment, nos pays ont souvent péché à ce niveau-là. Dans le passé, il n'a pas manqué de bons plans de développement, mais à la mise en œuvre, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi nous avons mis en place tout un mécanisme pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des delivery units, d'abord à la primature dont je suis le Premier ministre, mais également dans les ministères. C'est tout un travail qui est en train d'être fait pour gérer ce programme avec toute la rigueur qui s'y est, parce que nous pensons qu'en Afrique, il n'est pas question de réinventer la roue. Ce qui a été fait ailleurs et qui a produit des résultats, si on le fait avec la même rigueur, on aura les mêmes résultats en Afrique, sinon plus. Dans ce sens-là, votre gouvernement vient de lancer le New Deal technologique qui a pour ambition d'inscrire le Sénégal dans la trajectoire d'un pays avec une administration moderne et efficace, bénéficiant des retombées de l'écosystème numérique. Au regard des enjeux liés à l'intelligence artificielle, secteur dans lequel la Chine se pose comme un acteur majeur, comment le Sénégal pourrait tirer profit de cette révolution technologique? Je pense que ça va dans la même direction que vous avez mentionné. La mise en œuvre, les nouvelles technologies peuvent les aider de la mise en œuvre de nouveaux programmes. Ça aussi permet de réformer le secteur public en certains moments. Ça permet aussi peut-être de limiter toute la partie corruption et agrandir la transparence, parce que tout ça, ce sont les avantages de la nouvelle technologie s'ils sont bien appliqués. Oui, les nouvelles technologies, je crois que c'est devenu le premier facteur dans les politiques de développement de tous les pays très développés comme les pays sous-développés. Et c'est lié également à la multiplicité des applications possibles. Vous avez parlé d'une possibilité, c'est-à-dire les réformes administratives qui peuvent être accompagnées, assises sur les nouvelles technologies, le numérique particulièrement, la digitalisation, mais c'est également l'économie de manière générale, c'est l'application dans des secteurs comme la santé, comme l'agriculture, la multiplicité des possibilités d'application fait que le secteur numérique est devenu un secteur extrêmement important. Évidemment, il y a un pan entier, je suis accompagné ici du ministre chargé du numérique au Sénégal qui a élaboré avec ses équipes le New Deal technologique, qui est un plan ambitieux, structuré autour d'un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est le renforcement du cloud, mais également des capacités de calcul, mais tout ça dans une option de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique de manière générale, la question qui se pose, c'est qui gère nos données? Qui gère les data centers? Je crois que, selon les statistiques que j'ai visionnées, l'Afrique ne possède que 1,3% des data centers mondiaux. Vous voyez comme le gap est énorme. Et c'est d'abord une question de souveraineté. Le second élément maintenant, c'est la formation. Investir dans l'intelligence artificielle et toutes les autres
l'adoption des nouvelles technologies, mais également encadrer par la formation et par le financement les start-up, généralement portées par la jeunesse. Et tout ça dans l'option d'en faire un moteur de l'économie endogène dans notre pays. Le troisième élément, c'est les applications dont on a parlé tout à l'heure. Les applications dans la santé, dans l'agriculture pour améliorer nos performances, dans tous les autres secteurs. L'éducation, évidemment. On parlait tout à l'heure de capital humain, l'éducation. Et le dernier élément, c'est le partenariat stratégique. Nous discutons avec beaucoup de partenaires. Il y a 3 jours à Hangzhou, nous avons visité le siège d'Alibaba, nous avons visité le siège de Brenco, je crois, qui sont très avancés sur les questions d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies. Ce partenariat stratégique-là qui nous permettrait peut-être de bénéficier de cette mouvance tirée par les pays les plus avancés dans le domaine. Donc c'est un élément, un facteur extrêmement important et nous invitons également tous les partenaires à une coopération, une collaboration très approfondie dans ce domaine. Dans la partie des avantages comparatifs, l'infrastructure, à mon avis, au Sénégal, il est un avantage comparatif aussi. Si on compare avec les pays voisins, je pense que de ce côté-là, le Sénégal il a un grand avantage aussi. Comment ça se présente dans l'infrastructure numérique? Vous avez aussi une avance sur les voisins ou... Oui, sur l'infrastructure numérique, effectivement. De manière générale, sur l'infrastructure, des investissements ont été consentis. Mais nous considérons qu'il y a énormément de choses à faire. Et dans la vision 2050, nous avons un ambitieux programme infrastructurel, notamment les corridors, les infrastructures qui mènent vers les zones productives, les grands corridors terrestres, ferroviaires surtout, et avec l'axe Dakar-Bamako, qui permettrait d'avoir le chemin de fer jusqu'à Bamako. Les infrastructures portuaires, nous avions un grand port, le port de Dakar. 2 autres ports sont en cours de construction, notamment à Bargny et Ndayan. Nous avons un projet d'un 3e port carrément dans le sud, à Nikin, en eau profonde, qui nous permettrait peut-être de pouvoir l'orienter vers les pays voisins, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et au-delà, la Sierra Leone, avec lesquels nous sommes en train de travailler à avoir un cadre de gestion commune d'un certain nombre de nos ressources. Par exemple, nous avons maintenant du gaz au Sénégal. Vous avez du fer et de la bauxite, aussi bien en Guinée qu'en Sierra Leone. Nous pensons qu'en mutualisant, nous pouvons aujourd'hui mettre en place des infrastructures de transformation locale de ces produits au lieu de continuer à les exporter bruts. Donc, il faut des infrastructures pour gérer tout cela. Et nous y travaillons, des corridors qui nous permettent de traverser les frontières et de servir toute la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et les infrastructures aéroportuaires également. Nous avons trouvé un programme déjà d'aéroports régionaux, mais nous avons un programme pour en faire beaucoup plus, pour que le trafic aérien, le trafic terrestre, le trafic ferroviaire, le trafic maritime et fluvial, au-delà du Sénégal même, qu'il puisse être sous-régional et nous permettre d'avoir carrément, de faire du Sénégal un hub, mais de distribuer à travers tous ces pays. Il en est de même pour l'infrastructure numérique. Effectivement, nous pouvons dire avec beaucoup d'humilité que le Sénégal a une nette avance sur beaucoup de nos pays voisins. Si je prends par exemple notre société nationale de téléphonie, elle est présente dans beaucoup de pays, elle est présente en Sierra Leone, elle est présente au Mali, et je crois qu'elle est présente également en Guinée. Et évidemment, mais nous considérons que c'est par rapport à ces pays-là, mais nous sommes largement en retard comparé aux meilleurs standards, et nos ambitions, c'est d'aller vers ces meilleurs standards, beaucoup plus que ça. Peut-être la dernière question, je vois le temps. Monsieur le Premier ministre, au regard du contexte géopolitique actuel marqué par l'exacerbation des conflits, y compris malheureusement en Afrique,
les dérèglements climatiques, les entorses aux règles de la OMC et du multilatéralisme, une gouvernance mondiale biaisée par un ordre international issu de la Deuxième Guerre mondiale, on est encore là. Quel regard portez-vous sur le processus de développement de l'Afrique qui accuse un retard structurel en dépit des richesses du continent, de ses avantages comparatifs en termes de ressources naturelles et démographiques? Peut-être une vision plutôt sur l'Afrique de votre point de vue. Oui, d'habitude, nous aimons parler de l'Afrique de manière générale parce que nous croyons à l'Afrique. L'Afrique dans sa globalité, au-delà des frontières qui sont issues d'un processus que vous connaissez très bien. Mais ça ne nous empêche pas de voir que l'Afrique aussi, c'est plusieurs réalités. Souvent, quand de l'extérieur, on parle de l'Afrique, c'est comme si c'était un seul pays. C'est 53 pays avec souvent des réalités assez différentes. Et c'est difficile de parler uniformément d'une seule voix pour toute l'Afrique. Et ça aussi, il faut qu'on l'intègre. Il y a des réalités sous-régionales en tout cas. L'Afrique de l'Ouest est constituée dans une sous-région avec la CEDEAO, même si on a quelques problèmes avec certains pays qui ont quitté. Mais géographiquement, aucun pays ne peut se déplacer. Donc c'est une réalité. L'Afrique de l'Ouest, sur 6 500 000 km², un peu plus de 400 000 habitants, avec des ressources naturelles énormes. Il en va de même pour l'Afrique australe, pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique du Nord. Et la théorie des cercles concentriques qui permettait de construire des modèles de développement à partir des zones, des sous-régions, et ensuite de pouvoir se retrouver les 4 ou 5 sous-régions, est la meilleure à mon avis. Pour l'Afrique de l'Ouest particulièrement, vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte géopolitique assez particulier, avec une recomposition. Depuis des années, je parlais du piège de Thucydide, avec puissance, un empire qui dominait le monde et qui, de plus en plus, voit d'autres arriver. Vraiment, ça crée des réflexes qui peuvent être des réflexes de repli. Ça peut déclencher des guerres économiques comme on en voit actuellement, avec les taxes qui sont simplement un symptôme, et ça va beaucoup plus en profondeur. Et l'Afrique doit pouvoir se positionner et capter les dividendes de cette situation. C'est extrêmement important ce que je dis. Évidemment, le monde, comme l'a dit tantôt le Premier ministre chinois, doit expérimenter d'autres espaces de croissance. Pour moi, il y a 2 espaces de croissance possibles. L'espace immatériel, et c'est forcément avec les nouvelles technologies qui vont tirer. L'économie classique centrée sur la production agricole, la production industrielle, la production minière, ainsi de suite, va continuer à faire ce qu'elle fait. Mais elle a été dépassée depuis longtemps par l'économie numérique. Et cette économie numérique est le premier espace dans lequel nous avons déjà une compétition assez féroce entre certaines grandes puissances. Mais il y a l'espace géographique qu'il faut rechercher. Et cet espace géographique ne peut être que l'Afrique. L'Afrique est le seul continent où tout est à construire aujourd'hui. Le seul continent où tout est à construire. Et c'est un marché important, avec une demande de plus en plus importante en produits industriels et en services sophistiqués. L'Afrique, ce sera 25% de la population mondiale en 2050. C'est un marché important. Et je pense qu'au-delà des défis auxquels on est confronté, le défi de la stabilité politique, le défi de la sécurité, il est important que le monde comprenne que c'est maintenant qu'il faut miser sur l'Afrique. S'il ne faut pas commencer tout de suite et maintenant avec tout le monde, il y a des pays qui sont moins près, et je pense que le Sénégal en fait partie, puisqu'il offre toutes les garanties d'un investissement sécurisé et profitable, et il n'est pas le seul. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le message qu'on peut lancer, mais il y a une bonne partie du travail qui doit être fait par nous-mêmes, Africains. Nous devons quand même donner les garanties et les gages qui permettent au monde d'avoir cette assurance-là, de venir investir massivement en Afrique et de nous permettre d'accélérer notre cycle de développement pour
sinon rattraper le reste du monde, mais aujourd'hui être au rendez-vous, comme disait le président Senghor, du donner et du recevoir. Pour le moment, on n'est pas encore à ce rendez-vous. Et nous en sommes conscients, nous au Sénégal en tout cas. C'est le message que nous livrons à tous nos frères et sœurs africains d'abord, de faire le travail qu'il faut pour pouvoir être propice à cet investissement. Mais c'est le message aussi que nous lançons aux investisseurs. En tout cas, spécifiquement pour le Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour faire du Sénégal un hub pour l'Afrique de l'Ouest et pour le reste. Et nous invitons tous les investisseurs de ce forum. C'est le sens d'ailleurs de l'organisation du forum Invest in Sénégal qui sera organisé les 7 et 8 octobre. Il sera un grand forum qui nous permettra de présenter aux partenaires les options qui leur sont offertes au Sénégal. Écoutez, Premier ministre, merci beaucoup pour cette très positive, je dirais, prévision, tant pour l'Afrique, mais surtout pour le Sénégal. Comme investisseur que j'étais dans ma vie antérieure, je peux vous assurer que nos investissements en Sénégal, c'était toujours très productif et qu'on continue à investir. Et je suis sûr que votre intervention aujourd'hui a aidé beaucoup d'attirer l'attention pour les investissements à votre pays. Merci beaucoup. Merci.